Chers amis, je suis très heureux d'accueillir ce soir, en tant que recteur de l'Institut catholique de Paris, l'amiral Vaujour, qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous rencontrer ce soir, de venir dans le cadre des Mardis de la Mer, ce rendez-vous important de l'Institut catholique de Paris. Nous sommes très nombreux ce soir, beaucoup de jeunes étudiants aussi qui sont présents et c'est toujours réjouissant. Et non seulement nous sommes nombreux ce soir ici dans cet auditorium Georges Bernanos, mais nous sommes nombreux aussi en ligne, puisqu'il y a plus de 250 personnes qui nous suivent dans le même temps. Donc une assemblée nombreuse dont nous nous réjouissons. Voilà, vous venez un jour de fête pour l'Institut catholique, puisque c'est la Saint-Thomas d'Aquin aujourd'hui. Nous avions le nonce apostolique qui est venu pour célébrer cette festivité. Et donc, voilà, pour clore cette journée, une belle soirée. Nous allons naviguer avec vous. Vous allez nous présenter, je crois, amiral, les enjeux de la Marine nationale aujourd'hui. Nous sommes évidemment très, très intéressés, très, très impatients de vous écouter. Merci beaucoup d'être là. Merci, Monseigneur. Madame la doyenne, merci également d'être là. Merci à tous d'être aussi nombreux. Ça a été dit, on est plus de 300 en présentiel, à peu près 250 en distanciel. Donc je crois qu'on est en train de battre les records d'affluence. Merci aussi à la vice-présidente de l'Institut français de la mer, Catherine Chabot, d'être là, en présence bien sûr du président de l'IFN. Nous sommes particulièrement honorés, amiral, de votre présence. Alors c'est une année particulière aujourd'hui. Cette année. Pourquoi? Parce que c'est 2025, mais 2025, on avait fêté les 20 ans des Mardis de la Mer l'année dernière, mais je me suis rendu compte que la première manifestation maritime dans cette maison, c'est 1995. Et c'est votre prédécesseur, l'amiral Bernard Louzeau, qui était venu. Ça a été le premier chef d'état-major de la marine à venir dans cette maison, et tous, sans exception, sont venus depuis. Donc, merci de continuer cette lignée. Alors, d'ailleurs, c'était assez émouvant parce que l'amiral Louzeau était venu à pied. Nous étions en décembre, le 5 décembre 1995. Il y avait un mouvement social assez dur, avec des grèves de transport difficiles. Et donc, l'amiral Louzeau, qui intervenait en plus dans le colloque sur la pathologie du sous-marinier, c'était un colloque international sur l'homme, la santé et la mer. Donc, merci de respecter cette tradition. Il y a des liens qui nous unissent depuis longtemps. Il m'est arrivé, sous forme de boutade, de rappeler à certains recteurs, pour justifier un petit peu le fait mer chez nous, que finalement la marine a été recréée par 2 cardinaux et que les premiers chefs d'escadre, je pense à Monseigneur de Sourdis, archevêque de Bordeaux, Monseigneur de Beauve, archevêque de Nantes, était en quelque sorte dans les 2 compartiments. Et d'ailleurs, c'était, je vais travailler récemment là-dessus, c'était une belle entreprise œcuménique parce que les meilleurs marins du temps étaient de surcroît des protestants et tout ça se passait très bien. Tout ça se passait très bien. Donc merci beaucoup de votre présence à un moment où votre parole est comptée. Et comme toujours, le président de l'Institut français de la mer, donc notre ami Eudes Riblier, va nous faire une présentation de vous, de votre carrière, de manière toujours un peu personnalisée. Merci Christian. Amiral, vous êtes un ancien de l'école navale. Ce n'était peut-être pas la voie familiale la plus logique vous concernant. Lors de votre campagne d'application à bord de la Jeanne d'Arc, vous naviguez en mer de Chine où vous voyez des îlots alors inhabités qui depuis ont pas mal changé. Vous participez à l'armement de la frégate de surveillance Ventose à Saint-Nazaire, puis vous embarquez à bord de frégates anti-aériennes et anti-sous-marines. Vous commandez un bâtiment école et un aviso. Lors de ces embarquements, vous participez à la mission Corim dans le golfe de Guinée, aux missions Ventis d'embargo naval d'Haïti décidées par les Nations Unies, aux opérations Trident et Héraclès en Adriatique et Océan Indien, à la mission Enduring Freedom encore en Océan Indien. Entre-temps, vous avez été responsable de la section lutte au-dessus de la surface de la division d'entraînement de la force d'action navale. Puis vous êtes adjoint maire au chef de cabinet du chef d'état-major des armées, le général Georges Lin. Vous commandez en second la frégate de défense aérienne Forbin. Vous êtes adjoint de l'amiral commandant de la force d'action navale. Vous commandez la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Après avoir été auditeur à l'Institut de hautes études de défense, vous êtes successivement officier de cohérence opérationnelle engagement combat à l'état-major des armées, puis adjoint au commandant de la force aéromaritime de réaction rapide, composante française de la force de réaction de l'OTAN. En 2018, vous devenez sous-chef d'état-major opération navale de l'état-major de la marine.
Puis, en 2020, vous êtes autorité de coordination relations internationales de ce même état-major. En septembre 2021, vous devenez chef d'état-major opération à l'état-major des armées. Vous êtes en charge de l'ensemble des opérations des forces françaises à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières. Vous êtes notamment responsable de la planification et de la conduite de l'opération d'évacuation de ressortissants sagittaires en avril 2023 au Soudan. Vous êtes amiral depuis le 1er septembre 2023, chef d'état-major de la Marine. Merci d'être ici. Merci infiniment de m'accueillir ici à la Cato. Alors j'avais l'habitude, quand j'habitais dans le 5e, pas loin, de passer devant et de voir mystérieusement cette cour qui était ouverte depuis peu, mais que je ne connaissais pas de l'intérieur, donc c'est une bonne occasion. Je voudrais rebondir d'abord sur les deux présentations qui ont été faites. Effectivement, j'ai été en mer de Chine méridionale en 1993 sur la Jeanne d'Arc, et à l'époque, quand on passait dans les îles qu'on appelle les Spratley, eh ben, effectivement, c'était inhabité. Aujourd'hui, la vraie différence, c'est que quand vous rentrez dans les Spratley et dans la fameuse ligne des 9 traits, vous avez un bateau chinois qui vous dit « Bienvenue en Chine ». Je viens sur le deuxième point qui est effectivement la Marine nationale. On a fait pas mal de colloques historiques dessus pour savoir quand a été créée la Marine nationale. Et après de longues discussions, finalement, les historiens se sont mis d'accord pour dire octobre 1626. Octobre 1626 par le cardinal de Richelieu, qui a rassemblé la marine du Ponant et la marine du Levant en une seule et unique marine au profit du roi. Il faut savoir qu'avant, on va dire que les corsaires travaillaient aussi un petit peu pour eux, on va dire. Et donc, le cardinal de Richelieu trouvait que c'était plus efficace financièrement de ramener tout ça sous sa direction. Donc voilà, nous allons fêter donc les 400 ans de la marine en 2026. Et on fêtera donc en octobre 2026 l'édit de Saint-Germain qui crée la marine unifiée, la marine du Ponant et la marine du Levant. Donc merci d'abord de m'accueillir ce soir. Je suis très heureux et très content de parler de la mer dans un institut aussi prestigieux, avec un amphi aussi rempli. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. J'ai fait quelques autres écoles avant et donc il y a compète. On verra si les questions sont aussi intelligentes ici qu'ailleurs. Donc j'ai été à l'ENA, j'ai été à Sciences Po, à Centrale Supélec. Je ne doute pas qu'à l'ICP, on soit particulièrement bon. Évidemment, je vais vous parler de la mer, de la manière dont je vois les choses aujourd'hui, avec des enjeux stratégiques majeurs. On rentre dans une année 2025 qui va être un peu dynamique, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça a bien commencé. Et vous montrer que dans cette année dynamique, les enjeux maritimes, les enjeux de sécurité sur l'ensemble de la planète sont particulièrement importants. Donc je vais vous parler de ce que je vois avec mes jumelles de marins, des bascules que je vois en mer, l'action de la marine, évidemment le rôle de la marine dans tout ça. Donc quand on regarde cette année qui, soit l'année qui passe, soit l'année qui vient, évidemment, c'est une rare intensité stratégique avec un vrai recalage assez violent des relations internationales. La difficulté que l'on a, c'est qu'on est dans une phase que j'appelle transitoire, sans forcément savoir quel sera le prochain point d'équilibre. Cette déstabilisation, elle commence il y a relativement longtemps, avec évidemment la guerre en Ukraine, février 22, puis le 7 octobre 2023 au Proche et Moyen-Orient, puis, j'allais dire, l'élection de Donald Trump, qui fait que l'ensemble de ces facteurs sont des facteurs d'interrogation du système international tel qu'il existe aujourd'hui. Les trois grands constats que je fais sur cette période un peu particulière, le premier, c'est la fin de l'efficacité des outils de régulation internationale. J'ose pas dire la fin de l'ordre mondial, quelque part, si on veut caricaturer, un vrai affaiblissement de cet ordre international qui imagine aujourd'hui que l'on soit encore capable de rassembler autour de la même table Chine, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne et France pour traiter les affaires du monde. Pas grand monde, en fait. Pas grand monde. Cet état de fait, que l'ONU est finalement devenu relativement inaudible,
a des conséquences assez majeures. La première des conséquences, c'est qu'il y a une espèce de repli sur soi de l'ensemble des pays dans le monde qui finalement se replient un peu sur eux-mêmes, sur leurs propres intérêts et sont beaucoup moins enclins à la discussion ou en tout cas au travail en multilatéral ou en bilatéral, en tout cas en travail diplomatique. Ce repli sur soi s'accompagne d'une espèce de rejet du modèle occidental tel qu'il est décrit par un certain nombre de nos compétiteurs et une espèce d'affirmation des souverainetés de l'ensemble des pays qui refusent de plus en plus de prendre parti dans les conflits qui existent aujourd'hui dans le monde. Cet affaiblissement de l'ordre international, il a été créé par l'emploi de la force, mais il a pour conséquence également l'emploi de la force pour régler les problèmes. La rupture du tabou par la Russie a probablement désinhibé pas mal de pays dans l'emploi de la force et dans l'emploi des moyens cinétiques pour régler leurs problèmes. Et du coup, aujourd'hui, les moyens de régulation internationaux n'existant plus ou étant très affaiblis, finalement, le recours à la force est probablement la meilleure solution pour régler les différends entre pays. Une des vraies conséquences aujourd'hui, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Et donc la vraie question, c'est quel est le prochain point de stabilité internationale vers lequel nous nous dirigeons et comment nous faisons en sorte de trouver ce point de stabilité internationale future. Force est de constater qu'à ce stade, il n'y a pas grand monde qui réfléchit forcément à un avenir comme ça, un nouvel équilibre, mais que chacun essaye de sauver les meubles. La manière dont les pays réagissent, c'était une espèce de violence désinhibée, évidemment à terre, mais qui a des conséquences en mer. Février 22, j'en ai parlé, 7 octobre 2023, les conséquences en mer, très directement pour nous marins, c'est la mer Noire. Il y a évidemment sa fermeture, mais ça a commencé par la guerre du grain, vous en souvenez très probablement, et puis maintenant par une mer Noire qui est à moitié minée. Et ce qui veut dire que demain, il va falloir nettoyer cette mer pour pouvoir la réouvrir proprement. Ça s'est traduit également par des milices que vous avez appris à connaître, qui étaient évidemment totalement inconnues avant, qui s'appellent les Houthis au Yémen, et qui ont attaqué le commerce international dans le fameux détroit de Bab el-Mandeb, lui aussi peu connu il y a quelque temps. Mais ça n'a pas été uniquement des attaques de drones aériens, ça a été également des missiles antinavires, des missiles balistiques qui ont été tirés contre les navires et qui ont particulièrement challengé les marines, notamment les marines européennes. Et depuis plus d'un an maintenant, nous protégeons le commerce international dans cette zone-là, et notamment les grandes entreprises françaises, notamment CMA CGM pour ne pas la nommer, mais d'autres entreprises européennes. Cette violence désinhibée, elle est accompagnée aussi d'autres choses. L'emploi de la force entraîne l'emploi de la force. Et en fait, de plus en plus, ce n'est pas le choix de la paix qui est envisagé, c'est le choix de l'escalade. Et de l'escalade militaire, de l'escalade dans l'emploi des moyens. Ça avait commencé avec des petits drones en mer Rouge et ça s'est fini avec des missiles balistiques. C'est quelque chose qui est assez marquant et qui nous interroge sur ce qu'est aujourd'hui la puissance. Qu'est-ce qu'une puissance? Comment on doit répondre à l'ensemble de ces choses-là? Quels sont les moyens qui permettent d'aboutir à nos fins? Donc cette notion de violence, d'utilisation de la force, ça a été évidemment sur l'Ukraine et le Proche et Moyen-Orient l'emploi de la force militaire, mais on voit arriver également l'emploi de la force économique, et on peut s'interroger sur les forces démographiques, sur les forces financières, qui sont à l'œuvre également dans l'ensemble du monde. Et la notion de puissance, en fait, c'est également la capacité à agir en fait, dans tous les leviers de la puissance qui est interrogée aujourd'hui dans cette tectonique des puissances qui est en train de se réveiller dans le monde. Quels sont les moyens d'aboutir à nos fins? Très clairement, le président Trump a montré ce qu'il voulait utiliser, c'est l'arme économique. Mais il y a d'autres systèmes d'armes. Le troisième point qui arrive sur ce constat international aujourd'hui en 2025, c'est la question de la fragilisation des alliances. Nous avions finalement une parenthèse assez simple. Il y a eu la guerre froide où il y avait deux blocs, et c'était finalement assez simple, on appartenait à l'un ou à l'autre. Puis il y a eu le multilatéralisme qui règne sur l'ensemble du monde, beaucoup d'alliances, beaucoup d'accords de défense passés par un certain nombre de pays, dont la France a passé pas mal d'accords de défense. Et finalement, on arrive dans un moment où toutes ces alliances sont remises en cause, ou en tout cas réinterrogées, à défaut d'être remises en cause. Et chacun se pose la question de savoir si elles sont véritablement efficaces, véritablement utiles, et si on peut vraiment compter sur le partenaire qu'on a choisi ou sur l'alliance dans laquelle on est pour venir défendre nos propres intérêts. Et ça interroge évidemment notre modèle. Nous sommes dans une alliance très connue, l'OTAN, évidemment. Nous sommes en Europe, avec un certain nombre de critères. Nous avons pas mal d'accords de défense avec un certain nombre de pays dans le monde. Mais c'est quelque chose qui doit nous interroger.
L'Europe s'est construite sur finalement la création d'un marché unique qui avait pour vocation de normaliser un peu les échanges économiques de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de la croissance économique d'un ensemble économique qui s'appelle l'Union européenne. La question qui est posée aujourd'hui dans la tectonique des trois grandes puissances qui se réveillent, que sont les États-Unis, la Russie et la Chine, c'est comment cette Europe normative peut devenir une Europe puissance. Et comment cette Europe peut se retrouver ensemble face à finalement cette compétition assez forte qui règne aujourd'hui au niveau international. Et donc ça nécessite que l'on développe une véritable stratégie de partenariat un peu partout dans le monde pour voir quels sont les partenaires sur qui on peut vraiment compter et qui permettront d'agir demain si ça va un petit peu plus loin. Au-delà de ces grandes bascules stratégiques et de ces trois points dont je viens de parler, il y a des grandes bascules en toile de fond qui sont en mer, j'allais dire qui sont des grands trends et qui existent malgré tout. On les a déjà un petit peu oubliés avec, j'allais dire, les vœux 2025 que nous ont adressés les trois grandes puissances. La première, c'est la bascule climatique. La bascule climatique est une réalité et que l'on ressent au quotidien en mer. Alors en mer, quand on dit « est-ce que vous pensez à l'environnement ?» Le marin, fondamentalement, il est dans l'environnement. Quand vous prenez 10 mètres de creux en Atlantique Nord, je peux vous garantir que vous savez ce que ça veut dire que l'environnement, vous savez ce que ça veut dire une tempête, et quand on entend les marins du Vendée Globe, effectivement, qui voient passer les tempêtes, c'est quelque chose que l'on rencontre au quotidien, et dans lequel, des fois, on se sent tout petit. Mais on se sent tout petit avec nos yeux d'Européens. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, et j'avais discuté avec mon homologue du Tonga, qui a vécu le même jour un tremblement de terre, un tsunami et la perte de son câble Internet qui reliait son île à l'ensemble du monde et la submersion d'une île voisine appartenant au Tonga. Là, vous ressentez dans votre chair et dans les intérêts vitaux de votre pays ce que sont les catastrophes climatiques aujourd'hui. Évidemment, beaucoup plus proche de nous, la catastrophe à Mayotte et le cyclone Chido qui a ravagé notre territoire ultramarin, mais je pense également à l'assèchement des réserves d'eau du canal de Panama, parce que vous savez que Panama, en fait, l'océan, pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, en fait, vous devez monter dans un lac intérieur et redescendre de l'autre côté. Et pour monter dans ces écluses, en fait, il faut un apport d'eau. Et cet apport d'eau, il vient des lacs supérieurs qui permettent d'alimenter. Et vous en avez tous entendu parler, il y a un peu plus d'un an, la sécheresse qui avait eu lieu n'avait pas permis d'alimenter les lacs intérieurs suffisamment pour pouvoir maintenir le flux à Panama, qui avait diminué de 50% en raison de la sécheresse et du manque d'eau dans les lacs supérieurs. C'est quelque chose qui nous touche au quotidien et que beaucoup de pays dans le monde vivent véritablement dans leur chair. Notre vision, j'allais dire, européenne du changement climatique est probablement largement en dessous de ce que vivent déjà un certain nombre de pays dans le monde et avec qui nous sommes en contact, puisque une des grandes caractéristiques de la marine, c'est qu'elle est mondiale, parce que nous avons des territoires sur tous les océans du monde, et donc nous discutons avec l'ensemble des marines du monde. La deuxième bascule en toile de fond, c'est l'appropriation des espaces maritimes. Cette appropriation, elle se traduit, et vous le voyez le long de nos côtes, de temps en temps, par des champs éoliens qui apparaissent. Ce n'est pas nouveau, les champs offshore, mais souvent, ils étaient au loin et on ne les voyait pas. C'était les champs d'exploitation du pétrole. Là, maintenant, c'est un peu plus proche de nous, c'est les champs éoliens. Alors, des fois, on dit que c'est pas beau, mais en fait, ils sont là, et puis ils sont relativement efficaces. Mais ça, c'est des usages légaux, et entre guillemets, c'est pas forcément extrêmement compliqué, si ce n'est que nous, marins, nous assurons aussi un peu de régulation maritime, et quand vous êtes en Manche, eh ben, vous n'avez pas envie que les pétroliers qui passent en Manche viennent s'écraser sur nos côtes, et vous n'avez pas envie non plus qu'ils viennent s'écraser sur les champs éoliens offshore, et donc nous régulons, grâce à nos préfets maritimes, l'ensemble de ces usages légaux de la mer sous l'autorité du secrétaire général pour la mer. Mais surtout, c'est l'explosion des usages illégaux qui existent aujourd'hui. L'année dernière, la marine a intercepté 48 tonnes de drogue. 48 tonnes, c'est colossal. Il y a une dizaine d'années, quand on interceptait un bateau, quand on avait les coups de bol, 500 kilos, une tonne. Aujourd'hui, on intercepte des bateaux, et encore récemment, début janvier, un bateau qui avait 9 tonnes de cocaïne à bord. 9 tonnes de cocaïne, ça représente des sommes absolument colossales. À 70 € le gramme en France, vous faites le calcul. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont interceptés. Et cette extension des trafics est une réalité. Alors d'abord, on est bon, donc c'est pour ça qu'on intercepte plus. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi parce que tout le trafic de drogue, aujourd'hui, est dérouté sur l'Europe. Les États-Unis étant sous l'emprise des drogues synthétiques, les drogues traditionnelles, type la cocaïne, en fait, sont
orientée sur le trafic, enfin sur l'Europe. Cette appropriation des espaces maritimes, légale et illégale, s'accompagne également de l'utilisation de ces espaces pour mener des guerres hybrides. Et là, vous avez tous entendu de la mer Baltique, où, innocemment, certains bateaux laissent traîner leur ancre sur le fond pendant des centaines de kilomètres. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas forcément innocent, parce que quand vous êtes marin, vous savez que l'ancre, a priori, elle n'est pas faite pour traîner par terre, ou sur le fond des océans, où il faut quand même laisser traîner 40-50 mètres de chaîne pour aller racler le fond de la mer Baltique, pour couper les câbles Internet. Et donc un certain nombre de câbles Internet ont été coupés effectivement en mer Baltique. Tout l'intérêt de ce genre de manœuvre, c'est qu'en fait, vous ne savez pas trop qui a commandité cette affaire. Vous ne savez pas trop qui a coupé le pipeline Nord Stream il y a quelques années. En fait, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire c'est de la guerre, c'est sous le seuil de l'attribution. Et c'est-à-dire que vous pouvez faire mal à quelqu'un sans forcément être mis au banc des nations immédiatement. Et il faut reconnaître que c'est assez efficace. Et donc, de plus en plus, les gens utilisent ça pour faire pression sur un certain nombre de personnes. Enfin, en mer, on observe maintenant quelque chose que dont vous avez peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle les flottes fantômes. Les flottes fantômes, en fait, c'est notamment l'utilisation par la Russie d'un certain nombre de bateaux qui n'appartiennent plus à grand monde, ou en tout cas qui sont moins bien référencés, et qui permettent de contourner un certain nombre d'embargos, notamment sur le pétrole, aujourd'hui, et qui sont utilisés, c'est souvent des épaves un peu flottantes, et qui ont des caractéristiques suffisamment particulières pour nous inquiéter, parce que, vous le savez peut-être, le commerce international, et surtout les assurances du commerce international, fonctionnent par l'interdépendance de l'ensemble des assureurs. Un bateau fantôme, aujourd'hui, n'est pas assuré de la même manière. Et ça serait particulièrement compliqué si un bateau de la flotte fantôme venait s'enquiller sur un bateau assuré autrement. La gestion des assurances et des multi-assurances qui existent dans le commerce maritime serait particulièrement déstabilisatrice aujourd'hui. Enfin, ce que l'on peut voir, c'est que par l'émergence de trois puissances qui combattent leur souveraineté pied à pied, la globalisation qui reposait sur la liberté des mers et l'interdépendance économique par les flux maritimes libres d'accès pourrait s'orienter, et c'est un des scénarios que la Lloyd's met aujourd'hui sur la table, vers une régionalisation du transport maritime qui peut rebattre assez considérablement les cartes aujourd'hui des équilibres dans le monde. Voilà, ça c'est pour le constat de ce qui se passe au niveau stratégique, au niveau maritime. Dans cette espèce de panorama, je ne vais pas le dire optimiste, dans cette espèce de panorama assez compliqué, la marine a un certain nombre de missions. Évidemment, la première des missions de la marine, c'est de garantir la liberté stratégique de la France. Et pour garantir cette liberté stratégique, c'est d'opérer la dissuasion. Et donc, ma première mission, c'est de garantir au président de la République l'effectivité, la crédibilité et l'efficacité de la dissuasion qui est portée par la marine. La marine nationale, vous le savez, elle porte deux pattes de la dissuasion. La première, c'est la permanence à la mer de la dissuasion océanique avec ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et la deuxième, c'est la capacité à mettre en œuvre, quand le porte-avions est en mer, l'arme nucléaire aéroportée à partir du porte-avions. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, je pense que l'Ukraine aurait préféré, en 1995, probablement conserver les armes nucléaires qu'elle avait sur son territoire à l'époque. Le retour d'expérience que peuvent tirer un certain nombre de pays, c'est que plus vite j'ai l'arme nucléaire, mieux je me porte. Et on peut penser, dans ces cas-là, à l'Iran. Et effectivement, ça pose des questions de prolifération, où finalement, cette arme de dissuasion nucléaire est l'ultime garantie qu'un pays ne sera pas envahi. Et de fait, c'est bien comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de mettre à l'eau un SNLE tous les 70 jours, au moins un, en mer, qui garantit en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au président, la capacité de frappe en second qui dissuade tout adversaire de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Et c'est depuis plus de 50 ans pour la Marine nationale, 56 ans exactement, un effort continu qui nous tire absolument vers le haut, parce que le SNLE est considéré comme l'objet le plus complexe n'ayant jamais été construit au monde. Vous avez quand même une base spatiale type Kourou, qui côtoie une centrale nucléaire et qui côtoie un système d'armes particulièrement performant et qui est capable d'être moins bruyant qu'un banc de crevettes claqueuses au milieu de l'océan.
Ma première mission, c'est bien la dissuasion. Ma deuxième, c'est de protéger de la plage au grand large, en métropole et outre-mer, l'ensemble de la France, des Français et des intérêts qui sont évidemment autour de notre pays, avec un acteur tout particulier qui s'appelle le préfet maritime, qui est un amiral, et qui a plusieurs casquettes. Il a la casquette d'opérationnel et une casquette de préfet, sous les ordres du Premier ministre, via le secrétariat général pour la mer, et qui vient garantir que l'action de l'État en mer permet de protéger la France et les Français. Alors de la plage, quand vous voyez des démineurs, c'est des démineurs de la Marine nationale. Quand vous voyez du contrôle des pêches, c'est souvent des administrations de l'État, les affaires maritimes bien sûr, mais également les marins. Quand on sauve des vies en mer, en Manche-Mer du Nord, plus de 7000 vies ont été sauvées cette année 2024 en Manche-Mer du Nord. C'est les marins. Quand on parle de trafic de drogue, c'est dans ce cadre de l'action de l'État en mer, 48 tonnes encore cette année. Et quand on parle de pêche illégale, illicite, nous protégeons nos espaces maritimes, que ce soit en Guyane, que ce soit le long des côtes françaises, en métropole ou outre-mer, évidemment autour de la Réunion et autour de nos îles à Papeete et autres Nouméa, un peu partout dans le monde. Mais c'est également protéger nos intérêts au large, et c'est ce qui nous permet d'intervenir quand on estime que nos intérêts sont menacés, typiquement aujourd'hui en mer Rouge, pour protéger le trafic commercial, où nous avons la permanence d'un déploiement d'une frégate qui vient accompagner nos bateaux de commerce, qui vous permettent d'acheter tranquillement vos téléphones portables aujourd'hui ou vos écrans sur les bancs que je vois ici. Il faut savoir que 80% de tout ce que vous avez dans vos mains aujourd'hui sont fabriqués à Chongqing, en Chine, sur le Yangtze. Ça descend le Yangtze jusqu'à Shanghai et ça part en container vers ici vos bancs de l'ICP. 80%. C'est à visiter. C'est une petite ville de 35 millions d'habitants en Chine qui est juste absolument incroyable à regarder et à observer. Voilà, ces trois grandes missions, la dissuasion, la protection et l'intervention, sont ce qui fonde mon quotidien dans la marine. Alors la marine, c'est quoi ? La marine, c'est 41 800 personnes aujourd'hui, dont 2800 civils. On parle de marine nationale, on peut parler aussi d'armée de mer, si vous avez des questions sur le sujet. Nous avons deux jambes, l'action de l'État en mer et la marine de combat sont absolument indissociables et complémentaires. Nous avons 4 grands ports, Toulon-Brest, bien connu, Cherbourg-Lorient, des fois un petit peu moins. Je suis le 2e exploitant nucléaire d'Europe, après EDF, ça c'est moins connu. EDF a un peu plus d'une 50aine de réacteurs nucléaires en exploitation, j'en ai 12. Et je suis personnellement responsable devant les instituts de sécurité nucléaire française, civile évidemment, de la sécurité et de la sûreté de leur emploi. C'est 2 sur le porte-avions, 1 sur chaque sous-marin, donc les 4 SNLE plus les 6 sous-marins nucléaires d'attaque que nous avons en France, 12 réacteurs. Je renouvelle 10% de la marine chaque année, ça veut dire que je recrute 10%, mais je redonne à la nation 10% également. C'est-à-dire que j'en embauche 4000 et j'en rends 4000 formés, compétents, jeunes, motivés, à l'ensemble des industriels de défense qui se les arrachent à la fin. Et donc, je suis une espèce de transformé de Fourier des compétences de la nation. Et il y a un certain nombre d'industriels qui nous regardent de très près, notamment les industries du nucléaire. Ma mission principale, en fait, c'est d'être prêt et de fournir des options au chef d'état-major des armées, au président de la République, en fonction des crises que l'on rencontre, et d'assurer l'ensemble des missions permanentes, dissuasion évidemment, et protection de nos approches. La marine, elle a une caractéristique particulière, c'est que, évidemment, vous devez réagir dans le temps très rapide, très court, face aux crises auxquelles on fait face. C'est évidemment la crise en mer Rouge, mais quand on voit le régime syrien s'effondrer, est-ce qu'il faut évacuer nos ressortissants du Liban, comme on l'a fait à Haïti quelque temps auparavant? Il faut être prêt à réagir à ça, faire appareiller les bateaux en temps et en heure, et donc être capable de s'adapter dans le temps très court. S'adapter aux crises, s'adapter aux menaces. Et on voit beaucoup de drones, la guerre ukrainienne est assez intéressante pour ça. Et donc il faut que l'on s'adapte, adapter nos bateaux, adapter nos modes d'action à l'ensemble de ces choses-là. Donc c'est mon pilier stratégique du temps court, être capable de renforcer immédiatement la marine pour faire face aux crises et renforcer sa combativité immédiate. Mais j'ai un vrai sujet, quand on fabrique un bateau, c'est du temps long à très long. Fabriquer un porte-avions, c'est 6 ans d'études, 10-15 ans de fabrication pour 40 ans d'exploitation. Donc ça, quand vous faites le cumul, vous êtes à presque 60 ans de perspective. Donc aujourd'hui, quand on parle du porte-avions de nouvelle génération, c'est pour une mise en service un peu avant les années 2040, pour une fin de vie en 2080.
Donc aujourd'hui, quand on fait des travaux de prospective dans la marine, on réfléchit, c'est quoi le monde en 2080 ? Ça sera quoi les ruptures technologiques en 2080 ? Ça sera quoi un marin à embaucher en 2080 ? Et donc tout ça sont les travaux de grande prospective de temps long et qui nécessitent d'abord pas mal de recherche, et il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça et qui nous aide dans ce domaine-là, mais qui nécessitent également de convaincre nos autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient au Parlement, qu'elles soient industrielles, convaincre qu'il ne faut pas sacrifier le temps long sur l'urgence du temps court. Or, dans notre système national aujourd'hui et dans l'instabilité politique dans laquelle nous vivons, on a toujours la perspective de travailler d'abord sur le temps court avec les effets immédiats pour le gain politique immédiat et d'oublier un peu le temps long. Nous avons une grande chance, c'est qu'actuellement, nous avons le ministre qui a la plus grande longévité pour la marine et pour les armées, ce qui est une excellente nouvelle, et qui nous permet de drainer le temps long. Mais c'est absolument essentiel de travailler sur le temps long. Quand on pense industrie nucléaire en France, en fait, on pense industrie nucléaire sur des décennies. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille aujourd'hui en France. Et donc, la marine, tout particulièrement, ce lien avec les grandes ruptures technologiques est absolument essentiel. Aujourd'hui, les grandes ruptures que l'on voit, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, mais la marine, l'intelligence artificielle. Alors, sachez qu'aujourd'hui, j'ai une quinzaine de data scientists qui sont embarqués avec le porte-avions en Indonésie et qui travaillent sur des data hubs embarqués qui permettent d'exploiter au mieux l'ensemble des datas que l'on collecte de mes bateaux de manière à optimiser et à renforcer l'efficacité des bateaux avec ce que j'aime et grâce à l'intelligence artificielle. On travaille d'arrache-pied sur le quantique aujourd'hui puisqu'il y a des outils quantiques qui nous permettent d'avancer et d'avancer extrêmement vite. Et c'est donc là-dessus que l'on travaille avec la DGA, avec les chercheurs qui permettent d'identifier quelles sont les ruptures technologiques qui seront absolument essentielles de détenir en 2080, encore une fois, de manière à ne pas rater ces virages et à voir comment on avance. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire où j'en suis. Évidemment, pour ça, j'ai besoin de partenaires. La marine, 40 000 personnes, c'est une grande boutique, une belle armée, mais j'ai besoin de partenaires. Et les partenariats, c'est d'abord des partenariats opérationnels, évidemment, partout dans le monde. J'ai besoin de partenaires en Europe, j'ai besoin de partenaires dans le monde, de partenaires qui ne pensent pas forcément comme moi, parce que finalement, on a un grand défaut en France, c'est qu'on pense détenir la vérité, comme d'autres pays un peu partout dans le monde. Et donc, on a besoin d'avoir des partenaires qui pensent différemment et qui nous expliquent comment ils pensent, de manière à ce que nous puissions éclairer nos modèles, éclairer notre manière de réfléchir, éclairer nos options stratégiques, de manière aussi à accéder à des théâtres de crise. Si vous n'avez plus de capacité de faire escale, ben vous êtes un petit peu embêté. Si demain la Chine et Taïwan rentrent dans un conflit un peu cinétique, quels sont les pays qui nous accueilleront volontiers si on prend parti pour l'un ou l'autre des camps? Pas si sûr. Quels sont les partenaires sur lesquels je pourrais véritablement compter en fonction des crises qui peuvent se développer dans le Golfe avec l'Iran, ailleurs dans le monde? Quels sont les vrais partenaires de confiance? C'est des sujets sur lesquels on travaille évidemment, on mène une véritable stratégie d'accès pour renforcer la confiance avec nos partenaires européens. Évidemment, les partenaires à l'étranger, que ce soit en océan Indien, en Atlantique Sud, en Indo-Pacifique, évidemment. Les partenariats, ça n'est pas que des partenariats d'étrangers, c'est les partenariats des administrations qui travaillent en mer, évidemment. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec les préfets maritimes, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, les douanes, la DRASM, tout le monde. On travaille absolument avec tout le monde de manière à être complémentaires. Personne ne peut prétendre être capable d'agir seul en mer aujourd'hui. C'est le mieux placé au meilleur moment qui ira intercepter le cargo qui est plein de drogue. Et c'est comme ça qu'on bosse avec les douanes. Et ça marche très bien avec l'OFAST. Et c'est évidemment aussi avec les administrations nationales, l'éducation nationale typiquement. On a créé un BTS nucléaire à Cherbourg. C'est en partenariat avec l'éducation nationale. L'éducation nationale trouve ça formidable. J'ai donné du foncier pour créer les murs. Ils donnent des professeurs, je donne des instructeurs spécialisés dans le domaine nucléaire, et ça fait un BTS qui fait du 100% à la fin et qui sont de toutes les façons embauchés. Si ce n'est pas par la marine, c'est par d'autres, mais en ce moment, c'est plutôt 100% par la marine. Donc c'est une très très bonne chose, et c'est des objets qui marchent remarquablement bien. On va rouvrir l'école des apprentis l'année prochaine, école des apprentis du métier du numérique à Toulon, école des apprentis des métiers de l'électricité demain, puisque ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans l'industrie, c'est des câbleurs. Des gens qui sont capables de tirer de la fibre optique, des gens qui sont capables de tirer des câbles haute tension. C'est ce qui nous manque au quotidien.
et renforcer les liens avec le monde maritime. Le 4 février, on reçoit à la conférence navale de Paris mes homologues des grandes marines, américaines, britanniques, danois et norvégiens. Et on va se rassembler avec les grandes industries du maritime, CMA CGM, Maersk, les grands assureurs du maritime, pour travailler sur comment améliorer la sécurité maritime un peu partout dans le monde, tous ensemble. Partenariat, c'est quelque chose d'absolument essentiel. L'objectif que j'ai fixé à la Marine nationale, c'est d'avoir une marine forte de ses savoir-faire. On n'est plutôt pas mauvais. Rassembleuse de ses partenaires. On a beaucoup de partenaires, des fois pas assez. Et surtout, redoutée par ses adversaires. Et ça, c'est absolument essentiel dans un monde où le rapport de force revient au centre des préoccupations de tout le monde. Voilà. Audace et agilité, c'est ce que je demande comme qualité à l'ensemble de mes officiers et de mes marins au quotidien pour relever les challenges. Si l'aventure vous intéresse, évidemment, vous pouvez rejoindre les rangs de la marine comme réserviste ou je suis prêt à vous embaucher, évidemment, à la fin de l'ICP. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis prêt à répondre à vos questions maintenant et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Amiral, pour toutes ces précisions, ces renseignements sur la situation géopolitique, la nécessité vite de s'adapter avec audace. Donc j'imagine qu'il doit y avoir de très nombreuses questions, tant les sujets sont vastes, comme les missions de la Marine nationale, puisque vous gérez même les questions environnementales. Il faut aussi gérer tout ça avec un nombre de navires qui n'augmente pas tant que ça, finalement. C'est les missions qui augmentent davantage. Alors, je peux répondre à cette première question. Est-ce que les bateaux augmentent suffisamment ? Jamais assez, évidemment. Maintenant, on me donne les moyens que le Parlement décide de voter. Et donc, vous savez qu'on a effectivement 10 sous-marins, 15 frégates de premier rang, et on va bientôt acquérir une dizaine de patrouilleurs. Il est temps qu'ils reviennent, les patrouilleurs. On a un petit trou capacitaire. Et typiquement, pour augmenter mon nombre de jours de mer, en fait, on a, sans avoir plus de bateaux, on a augmenté le niveau de disponibilité des bateaux. Donc aujourd'hui, dans la marine, on est à presque 80% de disponibilité de nos 15 frégates, ce qui était déjà, c'est quelque chose de colossal. Hein. Nos amis britanniques sont plutôt à 30-40%. Donc 80%, c'est quelque chose qui est redoutablement bon. Et ça, c'est grâce à nos industriels et à nos services d'entretien des bateaux. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a multiplié, pour certains équipages, certains bateaux, on a mis 2 équipages qui permettent d'augmenter le nombre de jours à la mer. Donc avec moins de bateaux, j'arrive à faire plus de jours de mer que certains qui ont plus de bateaux que moi, mais moins de disponibilité et moins d'équipage. Voilà, c'est un des artifices qui nous a permis d'augmenter notre nombre de jours de mer. Mais si vous me demandez si je veux 3 frégates de plus, la réponse est oui, évidemment. Mais que pour ça, il va falloir augmenter un petit peu les budgets. Merci beaucoup. Alors, il y a 2 micros, un côté bâbord, un côté tribord. Donc, merci de lever la main. On va distribuer. Merci de poser des questions courtes. Et puis, l'amiral va essayer de répondre de manière rapide aussi pour qu'on puisse traiter le maximum de questions, tant pour vous qui nous faites l'amitié d'être en présentiel ou en distanciel. Et il y a toujours la gentillesse de vous présenter. Il faut bien porter le micro. Qui veut intervenir? Où sont nos micros? Amiral, pendant que le micro circule, une deuxième question. Vous avez parlé de partenariat, vous avez parlé dans ce cadre-là de la conférence navale de Paris, cette conférence que vous avez instituée il y a 2 ans avec les États-Unis et la Grande-Bretagne sur le retour du combat naval. L'année dernière, vous avez parlé de la puissance du groupe aéronaval avec en plus l'Inde et l'Italie. Cette année, vous êtes à nouveau 5 partenaires pour cette conférence navale pour parler cette fois-ci plutôt de l'appui économique. En fait, vous essayez d'y nouer des partenariats ou bien vous êtes en train d'essayer de créer le Davos de la mer? Les deux, mon général. Mais non, de fait, il y a d'abord... il y a un cœur dans cette affaire, c'est effectivement le triptyque américain, britannique, français, qui sont aujourd'hui ceux qui comptent un peu sur mer, et en essayant de rassembler de manière thématique ceux que l'on a besoin de faire monter en gamme ou dont on a besoin pour bien comprendre l'ensemble des sujets. Quand on a parlé sécurité maritime cette année, on s'est vraiment tourné vers les Danois et les Norvégiens qui ont structurellement, historiquement, etc., de grande qualité dans ce domaine-là, et on veut s'enrichir avec eux et on veut voir comment on peut progresser ensemble.
Et on a vraiment besoin d'aller voir tout le monde. L'année dernière, c'était le porte-avions. Ça a été extrêmement bien mené. Cette année, le monde maritime, l'industrie maritime. Et j'espère recueillir pas mal de bonnes idées pour le futur. Et on a quelques idées d'output de tout ça, mais je ne vais pas en parler parce que c'est début février. Philippe Enrat, Académie de Marine. Amiral, si la réponse n'est pas classifiée, est-ce que vous pourriez nous dire où en est la construction, enfin la construction du porte-avions nouvelle génération? Alors, il n'y a pas beaucoup de dossiers encore, hein. Mais ça fait un peu plus de 5 ans que nous menons des études avec les industriels et l'ensemble des parties, des 3 grands industriels que sont Naval Group, les Chantiers de l'Atlantique et Technip Atome. Le design maintenant existe, on sait grosso modo ce que l'on souhaite. Nous entrons dans une phase de négociation, et ce n'est pas du tout classifié, dans une phase de négociation avec les industriels pour faire en sorte que les drodons rentrent dans la valise. Et nous irons à la grande décision à la fin de l'année 2025. Donc voilà, c'est des programmes extrêmement ambitieux, évidemment, qui coûtent cher, il n'y a pas de honte à le dire, mais 90% du coût du porte-avions est directement investi dans l'ensemble des industries françaises sur le territoire national. Donc si je veux caricaturer, le porte-avions de nouvelle génération, c'est un plan de relance à lui tout seul. Et ça n'est pas que à Saint-Nazaire ou à Toulon que ça irrigue en fait partout en France. Les hélices, elles sont faites à Angoulême, à Ruelle. Les optiques, il y en a qui sont faites du côté de Grenoble. Les pompes primaires du porte-avions, elles sont fabriquées à Maubeuge, dans le Nord, etc. En fait, tous nos industriels sont impactés d'une manière ou d'une autre par la construction du porte-avions de nouvelle génération. Alors, maintenant, ça va être évidemment une décision politique. Le travail de préparation a été mené. Et puis maintenant, il faut qu'on arrive à le délivrer. Bonsoir Amiral, je me présente, je m'appelle Grégoire Maringui, je suis en première année de master en histoire maritime ici à l'ICP. Je suis marin passionné et je désire m'engager dans la Marine nationale en tant qu'officier sous contrat encadrement après le master. Vous avez mené une étude extrêmement intéressante sur la marine française au XVIIe et XVIIIe siècle. Je désire savoir si on peut dire que la marine nationale aujourd'hui, en maîtrisant la mer, permet de limiter l'impact des conflits terrestres sur la mer, comme l'a fait la marine française au XVIIIe siècle en remportant des victoires navales décisives qui lui ont permis de remporter des victoires terrestres décisives. Alors, merci pour votre question. De fait, celui qui tient la mer tient un certain nombre de paramètres d'une crise terrestre. Je ne vais pas revenir au XVIIe siècle, je suis désolé, mais je vais vous parler d'actualité. Il y a plusieurs manières d'analyser le conflit ukrainien. Une des manières d'analyser le conflit ukrainien, c'est quels sont les accès de la Russie à la mer aujourd'hui. En 2022, avant février 2022, la Russie, quand vous partez faire un petit cours de géographie, Mourmansk, presqu'île de Kola en Arctique, base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins des Russes. La Baltique avec évidemment Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad, deuxième accès. La troisième, c'est Sébastopol en Crimée, mer Noire. Et la quatrième, Tartous en Syrie, base navale bien connue russe. Et puis évidemment, à l'autre bout de la planète, Vladivostok. 2025, aujourd'hui, quels sont les accès de la Russie? Toujours Mourmansk dans le Grand Nord, pas de débat. La Baltique est devenue un lac otanien, par la faute des Russes par ailleurs. Une des conséquences de l'Ukraine, c'est que Suède et Finlande, qui étaient neutres, ont basculé du côté OTAN. Et du coup, 40% de l'import-export russe passe par Saint-Pétersbourg. Le jour où l'OTAN décide de bloquer la Baltique, c'est 40% de l'économie russe qui est stoppée. La mer Noire a été fermée par les Turcs en raison du conflit en Ukraine et donc les Russes ne peuvent plus passer
au travers des détroit des Dardanelles, tout comme nous ne pouvons plus passer par ailleurs par cet endroit-là. Et la révolution en Syrie a fait que la base militaire de Tartous en Syrie est questionnée. Aujourd'hui, la Russie a en fait, de ce côté-ci de la planète, plus qu'un seul accès véritable à l'océan qui est Mourmansk. Le reste est sous tension. J'aimerais pas être russe, parce que la capacité à basculer des efforts, la capacité à réorienter, à passer du flux logistique vers les emprises stratégiques un peu partout dans le monde est particulièrement fragilisée aujourd'hui. Alors sur le terrain, en Ukraine, ça se passe plutôt bien pour les Russes, on va dire, de ce côté-là, mais force est de constater qu'ils ont un vrai problème de logistique aujourd'hui pour la base de Tartous et qu'ils sont en difficulté de ce côté-là. Donc oui, le volet maritime est absolument essentiel pour être capable de basculer. Et les accès maritimes sont absolument essentiels si vous voulez maintenir un flux économique suffisant pour permettre de faire durer votre économie. Et je rappelais tout à l'heure que les leviers de la puissance, évidemment, c'est la fonction militaire, mais c'est également l'économie et votre capacité à avoir une économie qui survit, en tout cas qui se maintient malgré le conflit dans lequel vous êtes engagé. Donc vous avez absolument besoin de garder ces tuyaux-là ouverts. Et aujourd'hui, ils sont quand même en fragilité pour eux. Une question, amiral, pour réagir sur ce que vous dites. Vous n'êtes pas surpris en tant que marin que dans les médias, sur tous ces interventions sur la géopolitique, on parle quasiment jamais du fait que la Baltique est devenue otanienne et que finalement la Russie, elle n'est pas si gagnante que ça. Ça vous surprend pas qu'on n'intègre jamais ces aspects, je dirais, liés au flux, liés au commerce, liés à la mer? J'en suis désespéré parfois, je dois le reconnaître, mais de fait, une analyse purement géographique et géoéconomique, comme je viens de vous la faire en 2 minutes, est quelque chose qui est assez prégnant. Et de fait, si on voulait, alors l'OTAN ne souhaite pas bloquer tout le trafic maritime de la Baltique, il y a quand même, la Baltique, c'est quand même une zone de friction, où on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Et si les Russes créer de la friction en Baltique, c'est bien pour montrer qu'ils ont besoin de conserver leur liberté d'action et montrer leur pouvoir de nuisance à un endroit où, en fait, ils sont fragiles. Tout simplement. S'ils font ces démonstrations de force hybride, entre guillemets, en Baltique, c'est pour bien montrer qu'ils sont capables de nous atteindre, mais en fait, parce qu'ils ont bien conscience qu'on est capable de les atteindre bien plus fort si on le souhaitait. Donc maintenant, c'est des analyses qui existent dans des cercles peut-être moins ouverts que les journalistes. Mais de fait, il y a une défaite stratégique russe. C'est qu'ils ont réussi à faire basculer 2 pays qui étaient neutres du côté otanien. Et ça, je pense que c'est clairement quelque chose qui leur coûtera cher sur le temps long. Et je ne pense pas que l'Ukraine rebascule de l'autre bord un jour ou l'autre. Je pense qu'ils ont réussi à convaincre les Ukrainiens qu'il ne fallait pas forcément se remettre du côté russe aujourd'hui. Donc d'un point de vue stratégique, en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'on ne parle pas suffisamment de la défaite stratégique russe dans cette affaire. Certes, ils ont gagné un peu de territoire, mais finalement, à quel coût? À quel coût stratégique? Objectivement, ça s'analyse et aujourd'hui, il vaudrait mieux développer un narratif de défaite qu'un narratif de victoire. Bonjour, amiral. Donc, Marie de Tsenberg de l'école de l'exploration à Saint-Malo, qui est une école pour explorer le monde depuis la guerre et pour lequel on aura un moment sur la mer et la guerre et la mer et la paix en juin. Donc, j'ai 2 questions pour vous. À court terme, c'est comment est-ce que la marine aide les ports français, y compris les citoyens, les habitants, les acteurs économiques et politiques, au potentiel retour de la guerre demain? Je ne sais pas, imaginons le 22 février ou une autre date, au-delà de que les habitants de Brest se préparent à reprendre des comprimés, en fait. Et au-delà du travail qui est fait sur la marine stratégique et le rapprochement des marines marchandes et navales. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question concerne plus l'Arctique, puisque vous avez une perspective à très long terme. Comment vous voyez l'évolution des relations en Arctique de 2040 à 2080 au vu des différents changements en cours, y compris climatiques? Merci pour ces 2 questions. Alors sur l'Arctique, c'est évidemment une zone qui retient toute notre attention. Ce n'est pas une nouveauté, hein. Il y a eu la marine a des plans, ce qu'on appelle les plans Grand Nord, pour aller regarder ce qui s'y passe. Et tout simplement parce que d'un point de vue stratégique, et vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a la fameuse presqu'île de Kola où il y a la base de Mourmansk et donc il y a les sous-marins nucléaires russes. Et donc on surveille évidemment ces eaux-là
de manière à voir comment les Russes bougent en Arctique, de manière à protéger, nous, nos propres déploiements de sous-marins de manière globale. Donc c'est un jeu du chat et de la souris dans le Grand Nord que nous menons au quotidien avec des partenaires pour surveiller un peu l'activité dans cette zone-là et surtout conserver notre liberté d'action, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Après, on a toujours été également intéressé par l'Arctique parce que dans les terres à conquérir, dans les terres, ou plus exactement dans les ressources offshore à conquérir, l'Arctique représente pas mal de gaz, pétrole et autres terres rares qui existent dans les fonds et que chacun veut conquérir, ou plus exactement, chacun essaye de prendre sa part du gâteau et en tout cas se prépare à la fonte des glaces. C'est-à-dire que grosso modo, une fois que les glaces seront fondues, eh ben, ça sera l'exploitation offshore de l'ensemble de ces ressources qui sont dans le Grand Nord. La réalité de l'ouverture des deux passages, nord-ouest côté Canada et nord-est côté russe, commence à émerger, même si c'est encore très limité. Vous le savez peut-être pas, mais la Marine nationale en 2018, si j'ai bonne mémoire, avait fait passer un bateau de la marine dans le passage du Nord-Est, donc le long des côtes russes. C'était le bâtiment Rhône qui était passé. On se dit, c'est facile, pas de problème, la mer a fondu, on peut y aller. Bon, c'était une belle aventure quand même. Et le Pacha, il s'est senti quand même bien tout seul dans ce coin-là. Les Russes n'ont pas tellement apprécié, ça c'est autre chose. Mais en fait, quand vous voulez créer une ligne commerciale, il faut la mer libre, évidemment. Donc quand il y a de la glace, c'est pas si simple. Et il faut surtout des hubs logistiques. Or, cette route-là, en fait, de la Norvège à l'Alaska, en passant par le passage du Nord-Est, il y a un hub logistique qui est une base militaire russe qui n'est pas très accueillante. Donc, objectivement, avant qu'il y ait une ligne commerciale robuste, on n'y est pas encore. Mais ça va arriver, indéniablement, ça va arriver. Il se trouve que le passage du Nord-Est côté russe est celui qui sera le premier ouvert. Le passage du Nord-Ouest côté Canada, en fait, il se trouve que les glaces, avec les vents et les courants, se stockent dans les îles et donc on n'arrive pas à passer. Ceux qui font de la croisière touristique sur les bateaux du Ponant font régulièrement demi-tour parce que ça ne passe pas à cet endroit-là. Donc voilà. On prépare malgré tout notre capacité aussi à naviguer dans les glaces. Aujourd'hui, la Marine nationale n'a pas de brise-glace, mais en opère un. Nous sommes armateurs des terres australes françaises dans le Grand Sud, en Antarctique. Et donc nous faisons le ravitaillement au profit des terres australes françaises, au profit de l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, les bases Dumont d'Urville et Concordia en Antarctique, qui sont des petits territoires français. Et donc on les ravitaille chaque année. Donc on a toute une filière de commandants qui sont commandants de brise-glace et qui ont reconquéri ce savoir-faire. Ce qui est quelque chose d'important. Si un jour on en a besoin dans le Grand Nord, on a des commandants qui savent naviguer dans les glaces. Maintenant, sur le retour de la guerre, comment on prépare la nation, la population, la France au retour de la guerre? Ça n'est pas que la protection physique des ports. Ça, c'est quelque chose que l'on travaille au quotidien, qui est la protection de Brest, de Toulon, de Cherbourg, de Lorient, etc., qui sont la protection plus des installations maritimes et des installations de nos ports militaires. La question, elle est beaucoup plus large, elle ne concerne pas que la marine. C'est comment on voit le retour de la guerre en Europe, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour notre territoire, comment on prépare la population, comment on donne conscience à la population que quelque chose qui était il y a 10 ans totalement illusoire est quelque chose qui finalement n'est pas si lointain que ça aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Alors je l'ai rappelé tout à l'heure, la première défense et le premier cercle de la défense, c'est la dissuasion. Quelqu'un qui s'attaque à nos intérêts vitaux subirait des dommages totalement inacceptables. Et une bombe nucléaire, c'est effectivement totalement inacceptable. On ne parle pas de centaines de morts, on parle plutôt en millions de morts. Et donc c'est quelque chose qu'une puissance ne peut pas prendre comme risque aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'au quotidien, nous avons un SNLE qui est en mer, en patrouille, prêt à répondre aux ordres du président. Évidemment, après, on peut faire face à des menaces qui sont moins du haut du spectre et des menaces hybrides. On fait déjà l'objet d'attaques hybrides dans le domaine cyber, dans le domaine de l'ingérence sur nos territoires d'outre-mer, par exemple, où certaines nations viennent nous titiller à droite et à gauche, sur tout simplement venir pêcher dans nos eaux, etc. Et là, effectivement, nous protégeons au large, et nous protégeons au large en plusieurs cercles.
Quand c'est juste de la protection de base, entre guillemets, ça peut être nos patrouilleurs et ainsi de suite. Quand c'est des intérêts ou quand c'est des bateaux un peu plus touchy qui passent le long de nos côtes, on les escorte pour leur montrer qu'on est là et qu'on ne se laissera pas faire. Je parlais de bascule et de perte d'accès russe aujourd'hui, typiquement en mer Noire et en Méditerranée, ce qui veut dire que très régulièrement, en fait, vous voyez dans les journaux qu'il y a des bateaux russes qui passent le long de nos côtes. En fait, il y a une vingtaine de bateaux russes par an qui passent le long de nos côtes. Ça fait un tous les 15 jours quand même. Et donc, un tous les 15 jours, ça veut dire que tous les 15 jours, j'ai un bateau qui escorte le bateau russe pour lui dire « Coucou, ici, c'est chez moi ». Comme le Chinois qui me dit « Quand on passe en mer de Chine, ici, c'est chez moi ». Et donc, on lui montre à la fois qu'on l'observe et qu'il n'a pas le droit de faire n'importe quoi le long de nos côtes et qu'on est prêt à le repousser, seul au besoin, mais avec nos copains aussi de l'OTAN qui surveillent de manière très forte les déploiements des flottes russes en mer, évidemment pour ce qui me concerne, mais des flottes terrestres, enfin des régiments terrestres un peu partout. Chaque jour, on sait combien il y a de bateaux russes en mer et combien il y a de bateaux de l'OTAN en mer. Il y a plutôt plus de bateaux de l'OTAN en mer que de bateaux russes. C'est assez rassurant. Alors, bonsoir Amiral, alors, ancien étudiant à l'ICP, aujourd'hui je suis en master à Sorbonne Université, donc je vais essayer de faire honneur aux deux maisons. Et donc ma question portait justement, parce que vous m'avez fait une bonne transition sur la préparation à la guerre, ma question portait plus sur la mort au sein des équipages, par exemple avec l'évolution des combats ou tout simplement des menaces qui finalement, on l'a vu avec les évolutions des rapports de force. Comment les équipages sont-ils préparés finalement à cette éventualité de la mort au combat ? Et une deuxième question aussi très simple, quelle place accordez-vous à l'amphibie ? Parce que comme je travaille sur l'amphibie, voilà, c'était juste... Merci. Alors pour le cours sur l'amphibie, ça sera payant, parce que bon, mais pour ce qui est de la mort, ça c'est quelque chose de très sérieux et on le voit notamment en mer Rouge, quand vous avez un missile qui arrive sur un bateau de commerce, ben vous avez des morts de fait. La puissance de feu d'un croiseur avec des flingues de concours, ça c'est des citations pour ceux qui connaissent les tontons flingueurs, c'est particulièrement létal, une arme marine. Vous avez peut-être vu sur YouTube récemment un bateau qui se fait couper en deux par une torpille. C'est effectivement, nous avons coulé une coque d'aviso le 1er mai l'air par une torpille F-21 française tirée par un sous-marin. Le bateau coule en 10 minutes. Le bateau est cassé en deux et coule en 10 minutes avec une torpille. Bon, alors à bord, là, s'il y avait eu des gens, c'est extrêmement létal. Et donc il y a très très peu de survivants. Donc on prépare à la fois nos équipages, nos commandants, à ce thème-là. Alors d'abord nos équipages, parce que s'ils prennent un coup, et aujourd'hui, la méprise peut arriver dans les crises auxquelles on fait face. Il y a des gens qui peuvent ne pas être très bien contrôlés par leur autorité, parce que c'est des milices et parce que ce n'est pas forcément très bien contrôlé. Donc ça peut arriver. Et si ça arrive, il faut d'abord être organisé et il faut avoir préparé ça. Donc aujourd'hui, on entraîne nos équipages à subir des dommages assez forts sur leur bateau, à être capable de continuer à combattre malgré les dégâts, et puis à travailler psychologiquement et de manière éthique sur la mort, et notamment au niveau des commandants, des stages de commandants de bateau, où il y a tout un module où on développe tout ça pour voir un peu comment ça se passe. Et on fait appel à ceux qui ont connu ça. Alors dans la marine, fort heureusement sur les bateaux, on n'a pas eu de mort au combat, mais en revanche, nos forces spéciales ont vécu ça lors de leurs engagements, que ce soit sur l'ensemble des théâtres d'opération. Donc c'est quelque chose que l'on travaille de manière à ce que l'on soit prêt. Et ce qui est vrai, c'est que ce que l'on a pu expérimenter en mer Rouge, il nous est arrivé de voir des missiles passer vraiment pas loin de nos bateaux, soit être interceptés assez tardivement, soit taper le bateau qui est à côté. À bord, ça fait réfléchir, forcément. Quand on sait qu'il y a un missile qui a tapé à moins d'1 kilomètre du bateau là où on est, ça fait réfléchir et évidemment, ça s'étudie et ça se prépare. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment beaucoup là-dessus. Nos équipages renforcent leur force morale de ce point de vue-là. Et la préparation au combat et la préparation à la mort est quelque chose qui irrigue notre entraînement. Sur l'amphibie, c'est évidemment quelque chose que l'on travaille aujourd'hui. On a toujours des capacités dans la marine
On n'est plus capable aujourd'hui de refaire Overlord, on n'est plus capable aujourd'hui de faire des grandes opérations amphibies, mais on a gardé cette capacité de mobilité à partir de la mer qui est absolument essentielle. Essentielle avec des hélicoptères lourds, ou essentielle avec ce qu'on appelle des connecteurs aujourd'hui, des bateaux qui permettent de partir de la mer et d'aller vers la terre. C'est les choses qui sont utiles quand les conflits débordent en mer, vous avez une capacité à agir. Et puis surtout, je vous parlais tout à l'heure des accès. Il y a un certain nombre de pays qui refusent les accès pour ne pas prendre parti. Il est arrivé à un de mes partenaires européens de se voir refuser une escale par un pays du Golfe parce qu'il participait à l'opération de protection du trafic commercial. Et donc le pays en question, ne voulant pas prendre parti, a refusé l'escale du bateau. Quand vous n'avez plus d'accès, quand vous n'avez plus de points logistiques, eh ben avoir une capacité amphibie, c'est pas idiot. Quand vous n'avez plus d'accès et que vous n'êtes plus capable de vous déployer sur une base à terre ou autre, avoir un porte-avions, c'est pas idiot. En fait, l'amphibie, c'est un peu l'accès ultime quand vous n'avez plus d'accès. Le porte-avions, c'est votre capacité à pénétrer un territoire quand vous n'avez plus de base aérienne à proximité. Bonsoir Amiral, je me présente Guillaume Muret, étudiant en licence deuxième année à l'Institut catholique en Histoire Sciences Po. Le secrétaire général à la mer a évoqué une possible capacité d'une flotte auxiliaire et j'aimerais que vous nous détailliez, si vous pouvez, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire avec cette flotte et quelles sont les limites que vous voudrez lui donner. Je vous remercie, Amiral. Alors, tout ça vient effectivement du rapport d'un député qui s'appelle le député Schoenvar, député du Var, et qui en fait remet sur le devant de la scène quelque chose qui existait autrefois, c'est qu'il y avait des bâtiments inscrits à la flotte, entre guillemets, qui pouvaient nous aider, des bâtiments civils qui avaient été un tout petit peu modifiés, qui nous permettaient d'agir en mer et d'être utilisés par la Marine nationale au besoin sur réquisition. Il se trouve que tout ça s'est un peu perdu après les multiples réformes, les coupes diverses budgétaires à droite et à gauche, mais qu'on remet ça au goût du jour. Il n'y a pas un mois, j'ai un bateau qui a ravitaillé en mer auprès d'un pétrolier complètement civil, avec aucune capacité particulière. On a rabouté, on a mis des embouts à droite à gauche, et ils se sont arrêtés en pleine mer et ils ont ravitaillé de l'un sur l'autre pour voir comment on pouvait faire et comment on peut recréer l'ensemble de ces choses-là. Donc il y a la capacité de ravitaillement à la mer qui est quelque chose d'intéressant. La capacité finalement à créer des hubs en plein milieu de l'océan qui permettent de nous ravitailler, évidemment quelque chose d'intéressant. Le deuxième sujet, c'est la capacité à faire des flux logistiques. Malgré tout, les grands déploiements ont besoin de flux de ravitaillement et de flux logistiques, que ce soit des containers ou autres. Nous avons un certain nombre de bateaux qui aujourd'hui sont affrétés par la marine nationale, mais d'autres ne le sont pas forcément, mais on peut profiter d'un certain nombre de compagnies qui sont capables de faire ces transports maritimes et de nous aider très rapidement. Donc on développe en fait des espèces de contrats à droit de tirage qui permettent d'activer ces flottes auxiliaires qui viendraient nous aider. Et en même temps, on développe une meilleure connaissance entre les officiers de la marine marchande et la marine nationale, qui était quelque chose que l'on faisait très bien autrefois et qu'on fait moins bien aujourd'hui. Donc on veut renouveler, faire en sorte que les officiers de marine marchande puissent embarquer très facilement sur les bateaux de la marine nationale et inversement, de manière à mieux se connaître et à trouver toutes ces choses-là. Donc ravitaillement en carburant, aide aux flux logistiques, évidemment, aide au transport de personnel également. Tout ça, c'est des choses qui nous intéressent au plus haut point, sur lesquelles on travaille avec l'industrie maritime. Et les chakras sont ouverts des deux côtés. Hein. Il n'y a aucun débat. Il faut juste qu'on lance un petit peu et qu'on opère tout ça proprement. On fait des grands exercices qui permettent de voir comment ça marche, qui s'appellent les exercices Orion, qui sont les exercices interarmés. Donc on a eu un exercice Orion en 2023, il y en aura un en 2026. Et justement, on veut opérationnaliser un peu ce lien avec l'industrie maritime à l'occasion de ce grand exercice. Bonsoir Amiral, je m'appelle Louis Chouin, je suis en deuxième année de licence Histoire Sciences Politiques. Nous en Histoire, on adore le temps long, et vous nous parliez du temps long tout à l'heure pour la marine. La Seconde Guerre mondiale, elle avait vu émerger le groupe aéronaval au détriment du cuirassier comme pièce maîtresse de toute marine de surface. Est-ce que vous pensez que le prochain conflit de haute intensité sur mer, ou bien la guerre en Ukraine, elle verra émerger une autre pièce maîtresse, ou bien un bâtiment ou arme pour les marines de surface? Merci beaucoup. Alors ça, c'est effectivement des vraies questions sur lesquelles on travaille.
une des questions qui m'est régulièrement posée, c'est est-ce que finalement, il vaut mieux pas un porte-drone plutôt qu'un porte-avions? Est-ce que les drones de surface, c'est l'avenir du combat naval et ainsi de suite? C'est des vraies questions. Il faut à chaque fois poser les débats en fonction du scénario dans lequel vous vous positionnez. Il ne faut pas tirer des leçons sur la maîtrise des océans à partir du conflit en mer Noire, par exemple. Certes, en mer Noire, les drones de surface font un tabac. Plus exactement, on fait un tabac pendant tout un temps, jusqu'à ce que la Russie trouve des moyens de contrer finalement tout ça avec des hélicoptères. Alors les Ukrainiens essayent de trouver la parade, voilà, bon, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se développe un peu partout dans le monde, force est de constater que le porte-avions fait encore recette, et que les Chinois en sont bientôt à leur 4e, que les Américains en ont un peu plus d'une dizaine, que nous en avons un, et qu'on essaye de le remplacer, et que tous ceux qui ont acheté des porte-aéronefs, c'est-à-dire des porte-avions avec des skyjump sans catapulte, essayent de venir à la catapulte. Le premier exemple, c'est la Turquie, qui s'est d'abord payé un porte-drone et se dit, bah maintenant, en fait, il me faut un porte-avions à catapulte. C'est les Indiens qui avaient racheté un porte-avions russe qu'ils trouvent assez moyen, et donc ils ont développé leur propre porte-avions sans catapulte, et maintenant ils veulent aller aux catapultes, et ainsi de suite. En fait, dans tout combat, dans tout conflit, il y a une règle permanente, c'est que vous devez tenir l'espace aérien si vous voulez maîtriser votre espace. C'est vrai à terre, c'est vrai en mer. Et le conflit ukrainien est assez intéressant. Aucun des deux n'arrive à maîtriser l'aérien aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est dans une espèce de guerre de tranchées. S'il y avait la maîtrise de l'air en Ukraine, s'il y avait la maîtrise de l'air en Russie, en fait, on n'en serait pas exactement là. Aujourd'hui, la capacité à maîtriser les airs, que ce soit sur terre ou en mer, est absolument essentielle. Si vous voulez garder votre espace de manœuvre, si vous voulez rentrer en premier dans un théâtre de crise, si vous voulez gagner un combat contre un adversaire, si vous voulez maîtriser votre espace aéromaritime. Quand vous faites une petite planification, et donc vous vous dites, tiens, je vais rencontrer un ennemi en face de moi, s'il a un groupe porte-avions, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même chose que s'il a une frégate. Le groupe porte-avions, il fait sacrément peur. Et ce n'est pas le porte-avions tout seul. En fait, c'est le porte-avions, ses frégates d'accompagnement, son sous-marin d'accompagnement, ses avions d'accompagnement, notamment les avions de patrouille maritime. Donc aujourd'hui, non seulement l'outil porte-avions il n'est pas obsolète, mais en fait c'est probablement l'avenir. En tout cas, c'est le pari que font toutes les puissances du monde aujourd'hui. Et donc nous ne sommes pas du tout en retard, nous avons des vrais savoir-faire dans ce domaine-là, il faut maintenir cette ambition. La rupture qui peut survenir au-delà du porte-avions, c'est la rapidité de l'information, la connectivité et la capacité à partager et à obtenir la supériorité informationnelle. La supériorité informationnelle, elle se conquiert aujourd'hui en augmentant notre capacité à analyser les données dont on dispose sur nos outils, que ce soit les données satellites, les données des avions, des bateaux, etc., à les partager en temps réel et à être capable de les utiliser. Il faut, pour gagner la supériorité opérationnelle, comprendre avant l'adversaire pour décider dans le bon tempo et décider pour gagner et vaincre en mer. Et ça nécessite à la fois des outils de rupture, j'allais dire intelligence artificielle, mais tout simplement des outils un peu plus endurants. En ferraille, là, le porte-avions rentre complètement dans cette gamme-là. Oui, dans la droite ligne de la question qui a été posée précédemment, toujours à propos des porte-avions. Vous savez, on en a parlé récemment, je crois que c'est la Russie qui a inauguré avec succès, paraît-il, le premier missile hypersonique. Et d'après, en discutant un jour avec un militaire, il m'expliquait que le missile hypersonique avait cette particularité de rendre d'être quasiment absolument inviolable, qu'on ne pouvait absolument pas le contrecarrer. Et donc ça rendait les porte-avions, et c'est pour ça que je pose cette question, extrêmement vulnérables. Et la question qui se pose, est-ce que les porte-avions ont un moyen de se défendre ou ils seraient détruits immédiatement s'il y avait utilisation de ces missiles hypersoniques qui semblent maintenant arriver sur le terrain de la guerre? Alors merci, c'est la question de la vulnérabilité des équipements au sens large, du porte-avions en particulier. Face aux armes dites du manège que la Russie vend à force coup de com',
au fur et à mesure. Bon, le missile hypersonique, de fait, il existe, mais il existait déjà. Le missile balistique en mer Rouge, il arrive à des vitesses assez colossales en bas. Et donc, c'est des choses que l'on voit émerger de fait. Dans les marines dans le monde qui sont capables d'intercepter un missile balistique, en fait, j'en connais deux principales, la marine des États-Unis et la marine française, et quelques autres qui ont réussi, mais vraiment très très peu, à le faire. C'est pas un sport de masse, ça c'est une réalité. Il faut reconnaître que les missiles qu'on a développés sont particulièrement performants et que nos radars et nos systèmes radars qui sont en train d'être développés sont redoutables aujourd'hui. Dans les radars que l'on est en train de développer. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas accessibles il y a quelques temps. Et il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand j'étais sur les bateaux, 10 ans, j'étais plus déjà sur les bateaux, ça passe vite. Il y a 15 ans, quand j'étais sur les bateaux, on disait le subsonique, on y arrive, le supersonique, c'est compliqué. Supersonique, Mach 2, Mach 3. Aujourd'hui, le supersonique, en fait, on sait faire. Et l'hypersonique va arriver et on commence à se dire, en fait, on n'est pas très loin de réussir. Donc, le problème de l'hypersonique, maintenant, parce que vous vous dites toujours, ouais, mais le missile est hyper intelligent, il va nous cibler, etc. D'abord, un porte-avions, ça bouge. C'est l'énorme avantage par rapport à une base terrestre, c'est que ça bouge. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué à taper. Et ça bouge vite. 30 nœuds, c'est pas si simple à acquérir. Et ça ne va pas en ligne droite. Donc, c'est vraiment pas simple à taper. Et le missile hypersonique, il a cette caractéristique que c'est très peu manœuvrant. Parce que plus vous allez vite, plus vous allez droit. Donc, c'est pas le tout d'avoir une bûche qui va très très vite. En fait, il faut que la bûche, elle arrive à destination. Donc, dans le glaive et la cuirasse, qui est le challenge permanent auquel on fait face, la première chose, c'est de ne pas être en retard. On n'est clairement pas en retard. La deuxième chose, c'est de voir où sont nos marges de manœuvre pour progresser. Et on a des marges de manœuvre pour progresser. C'est notamment notre capacité à radar, à appréhender ce qui se passe et à appréhender dans des gammes de vitesse qui jusque-là nous semblent inaccessibles, mais qui nous permettent, avec la technologie qui a été développée aujourd'hui, d'aller effectivement vers ces vitesses-là. Et après, il faut avoir les missiles performants qui vont avec. Bon, il se trouve qu'on les a. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, c'est pas l'homme qui guide le missile. Hein. On va dire c'est de l'algorithme, si on ne va pas dire autre chose. Mais c'est l'homme qui décide de tirer. Et de fait, il faut être réveillé quand même. Il ne faut pas dormir sur un bateau quand on est sous menace missile. Mais aujourd'hui, force est de constater que tous nos bateaux en mer Rouge ont intercepté les missiles qui nous ont attaqués ou qui nous sont passés au-dessus, et qu'on était une des 3 marines à être capable d'intercepter des missiles balistiques en mer en opération. C'est pas pareil d'intercepter un missile en mer en opération que d'intercepter un missile sur un stand de tir. Quand vous savez quand est-ce que part le missile, quand vous savez où il va passer et où est-ce que vous devez l'intercepter, ça c'est le stand Kourou, entre guillemets, ça c'est facile, même si technologiquement c'est compliqué. Mais le faire en opération, ça veut dire que non seulement votre bateau est au bon endroit pour intercepter, 2, vous avez des équipages qui ont un vrai savoir-faire, 3, vous avez la technologie, et en plus le bateau est dispo. Bon, il y a quelques marines au monde qui savent faire ça. J'ai la chance d'être à la tête d'une d'entre elles. Bonsoir Amiral, Catherine Chabot, Institut français de la mer et Académie de marine. Merci pour votre présentation et véritablement tout ce que vous nous partagez. C'est passionnant et puis je suis admirative, moi, des questions aussi des jeunes en particulier. Moi, j'ai 2 questions qui concernent l'Europe, la défense européenne. Comment mieux renforcer la coopération, puisque je crois qu'elle existe déjà, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit sur mer. Est-ce qu'il y a des exercices qui sont aujourd'hui effectués? Et je pense qu'on n'arrête pas de parler dans les médias d'une défense européenne, on en parle aussi au Parlement européen. Comment on construit cette défense européenne sur son volet maritime? Et du coup, ma deuxième question, puisque l'Union européenne travaille sur un pacte européen pour l'océan, quel serait votre appel aux chefs d'État et à la Commission européenne pour renforcer cette coopération de la défense européenne sur le volet maritime? Merci par avance pour vos réponses. Merci. En fait, si on prend un peu de recul et si on regarde quelles sont les opérations
maritimes faites entre Européens ou les opérations faites entre Européens et qui ont été des succès, en fait, c'est surtout des opérations maritimes. L'opération Atalanta, on l'oublie souvent, c'est une opération de l'Europe qui a rassemblé pas mal de pays européens et qui a fait qu'il n'y a plus de piraterie dans la Corne de l'Afrique. Il y a l'opération Irini, lutte contre les trafics au large de la Libye. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais malgré tout, elle existe. Il y a l'opération Aspides en cours en ce moment de protection du trafic commercial dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donc en fait, quand il y a une volonté politique des pays européens d'y aller, il y a les outils qui permettent d'y aller. Ça nécessite qu'il y ait quelques pays qui portent le débat. L'opération Aspides, c'est pas un secret, hein, c'est nous qui avons porté ça sur les fonds baptismaux en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, quand je parle de partenaires, c'est le chef d'état-major de la marine française qui appelle son pote italien, qui appelle son pote grec, qui appelle son pote machin, et qui dit bon, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Et là, on se met autour d'une table. On pond un concept d'opération et on le vend au comité opérationnel de l'Union européenne et qui souvent valide, en fait. Parce que c'est quelque chose d'hyper pragmatique et qui fonctionne. En fait, l'Europe, quand on la crée comme ça, pragmatique, ça marche. Quand on la crée normative, ça marche moins. Et donc, il ne s'agit pas de créer des carcans. Vous savez, on parlait à l'époque des GT 1500, des battle groups, machin, etc. Mais ça n'a jamais fonctionné. En fait, il faut créer du pragmatisme et dire j'ai un problème, je vais y répondre. Si vous créez de la structure pour créer de la structure, en fait, ça ne marchera jamais. On meurt du nombre d'états-majors qu'on crée un peu partout. En fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de bateaux européens qui bossent entre eux sur des crises réelles. Quand on s'est posé la question en Méditerranée orientale, est-ce qu'il faut faire une évacuation au Liban, en fait, on s'est posé la question entre Européens, d'abord. OK, les Italiens, tu veux faire quoi? Les Anglais, tu veux faire quoi? Et donc voilà. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'Europe de la tech, dans l'Europe de la mer? Oui, évidemment. Comment on se facilite la tâche? Alors, il y a X chantiers navals en Europe. Il y a X industries de défense en Europe qui travaillent sur le maritime. Est-ce qu'on est capable de se rapprocher? On a essayé. Ça ne marche pas très bien. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on arrive de passer d'une Europe normative à une Europe puissance. Et ce n'est pas du tout pareil. L'Europe puissance, il faut avoir conscience qu'elle existe. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens aient conscience qu'elle existe. Et pour ça, il faut une Europe politique. Aujourd'hui, l'Europe politique, elle a beaucoup de mal à exister. Et aujourd'hui, force est de constater que l'arrivée de Donald Trump montre qu'on n'est pas complètement tous unis pour regarder ça de manière assez objective et lucide. Bon, voilà, on a encore du boulot. Dans le volet maritime, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. Et je prends encore les exemples des opérations maritimes. Non seulement elles fonctionnent, mais ça a été des grands succès. Maintenant, quand on parle de guerre, de défense européenne, il n'y a que la France qui pense que c'est l'Europe qui va défendre l'Europe. Tous les pays européens disent que c'est l'OTAN qui va défendre l'Europe. Quand on dit à un pays européen il faut l'autonomie stratégique quelque part, vous lui remuez le couteau dans la plaie parce que lui, il est sous dépendance d'un pays outre-Atlantique à qui il a dit en fait, la défense de mon pays, c'est toi. Alors, ils ont souvent conscience qu'ils ont peut-être été un peu trop loin en termes de dépendance. Mais ils sont bien incapables de revenir à un État correspondant à ce qu'on a en France, c'est-à-dire des armées autonomes, entre guillemets, qui évidemment bossent avec nos partenaires otaniens, avec les partenaires européens, mais qui sont capables d'agir par eux-mêmes. Les pays de l'OTAN font confiance à l'Alliance pour venir défendre leur pays le jour où ils sont attaqués. Ils ont raison, ils sont dans l'Alliance Atlantique. Il y aura l'article 5. Mais il faut faire attention au niveau de dépendance vis-à-vis des autres. Et ça, je pense qu'on est dans un moment où la prise de conscience, où la lucidité sur ce genre du niveau de dépendance est quelque chose qui existe aujourd'hui. Voilà. C'est pas simple. Hein. Bonsoir Amiral, je suis Marine, étudiante en conservation du patrimoine et ancienne ici en histoire géo. Et ma question est la suivante. Comment voyez-vous l'évolution du statut du marin, notamment avec l'intégration de la robotique en parlant des robots sous-marins démineurs ou avec les nouvelles FDI? Alors, si vous me posez la question de la robotique, est-ce que demain je vois des porte-containers robotisés avec plus personne à bord?
Il faudra trouver l'assureur qui est capable d'assurer 1 milliard de cargaisons avec plus personne à bord. Je pense qu'on n'y est pas encore. Ça fonctionne, hein, objectivement. Aujourd'hui, le marin qui est en passerelle d'un bateau porte-container, il ne fait pas grand-chose. Il suit surtout son pilote automatique, d'abord. Alors évidemment, il y a quand même un pacha, il y a quand même un certain nombre de choses. Et donc, ça a été beaucoup automatisé. Ça, c'est vrai. De là à enlever l'homme aujourd'hui, j'y crois pas trop. En revanche, la robotique marine, elle existe et elle se renforce. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des drones de surface océanique qui commencent à se développer, des drones de surface de surveillance des approches. Alors, on parlait d'Israël tout à l'heure. J'ai souvenir d'une escale en Israël avec mon bateau. On était accueillis à 40 nautiques des côtes par un drone. Mais c'était il y a 10 ans. Hein. C'était il y a 10 ans. L'accueil dans les eaux territoriales, parce qu'eux, ils considèrent que c'est 40 nautiques et que c'est pas 12, mais c'était un drone. Intéressant. On a un tout petit peu de retard. Donc aujourd'hui, tout le monde développe ça, et de fait, il y a une vraie appétence pour tout ça, pour l'IA, pour un certain nombre de choses. Bon, il y a un certain nombre de challenges techniques à passer. Il faut la robustesse. Un bateau qui tombe pas en panne, j'en connais pas beaucoup aujourd'hui. Et pourquoi il redémarre? Parce qu'il y a un marin au bout qui répare le moteur. Le moteur parfait qui traverse l'océan et qui permet à un drone de traverser l'océan, voilà, c'est pas encore complètement gagné. Bon. La dronisation, la robotisation, elle a complètement désinhibé l'emploi de la force. On n'hésite pas à tirer sur un drone. Hein. Donc, grosso modo, amis, ennemis, on ne sait pas trop, c'est pas grave, on le coupe en deux, on verra plus tard. Donc, quand vous lancez, votre drone au milieu de l'océan, il faut savoir en fait qu'il risque quand même d'être découpé en deux. Donc, il y a quand même 2-3 petites réflexions à mener sur le tout robotique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers un certain nombre de choses, ça c'est certain. Et on a aujourd'hui dans la marine quasiment un drone aérien sur chaque bateau, qui nous permet de lancer un œil un peu plus loin que la capacité des radars de notre bateau et d'aller voir ce qui se passe. Mais il faut avoir conscience que le drone, il est éminemment perdable. Et donc, si vous payez un drone qui a le prix du bateau, en fait, il y a un moment où le business model, il va être un peu compliqué. Donc, mais il y a une marge et il y a quelque chose où on peut travailler là-dessus. Évidemment, quand vous regardez le monde sous-marin, l'industrie sous-marine, l'offshore sous-marin, il n'y a plus beaucoup de plongeurs qui descendent très très profond. Il y a beaucoup de drones qui descendent très très profond. Mais souvent, en fait, ceux qui les opèrent, c'est les anciens plongeurs. Parce qu'il y a quand même un petit savoir-faire à développer sous. On ne peut pas tout faire avec un drone sous-marin. C'est pas vrai. Pas aujourd'hui. On sait faire pas mal de choses, mais souvent, l'homme, c'est assez intéressant aussi. Donc, j'enlève pas complètement l'homme de la copie aujourd'hui. Hein. En revanche, on travaille d'arrache-pied pour droniser ce qui est dronisable. Aujourd'hui, la guerre des mines, en France, on vient de recevoir notre premier module de lutte contre la guerre des mines entièrement robotisé. Donc, vous avez un drone de surface qui opère un sonar tracté, qui est téléopéré à partir de la Terre et qui vient scanner l'ensemble de nos approches. Mais ça, c'est valable dans nos approches. Le jour où vous mettez le même drone face à un pays hostile, en fait, le pays hostile, il va le découper en deux. Voilà. C'est pas compliqué. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. David Maillard, en licence première année d'histoire sciences politiques. Ma question, c'était si les États-Unis, avec Trump, là, ils conquièrent le Groenland et le canal de Panama, quelles seront les conséquences, d'une part pour la géopolitique des océans et aussi pour notre relation avec les États-Unis? Alors ça, je ne répondrai pas à la deuxième question, qui est une question éminemment politique. Mais vous avez remarqué, j'ai parlé des leviers de la puissance tout à l'heure. Les leviers de la puissance, ils sont évidemment militaires, mais ils sont économiques, financiers, également démographiques. On oublie souvent ces aspects-là. Et il faut analyser les puissances émergentes ou existantes aujourd'hui sur l'ensemble des leviers de la puissance, l'ensemble de ce que je viens de donner, pour voir comment agissent les différentes parties. Fort est de constater que le président Trump arrive en ayant des idées à tout le moins décoiffantes, en tout cas des volontés de faire bouger les lignes. Et la manière de faire bouger les lignes, mais il ne nous surprend pas, il est juste un peu plus préparé que la dernière fois, c'est de secouer le cocotier pour voir jusqu'où il peut avancer. Évidemment, quand on se met à la place des États-Unis, le Groenland peut représenter quelque chose d'intéressant, et en termes de ressources naturelles,
et en termes de positionnement stratégique vis-à-vis des grandes puissances. Maintenant, le levier qu'il agite est essentiellement économique dans un premier temps. On va voir ce qui peut advenir derrière. Ce qui est certain, c'est que cet esprit de conquête en termes de souveraineté est évidemment perturbant, et je reçois mon homologue danois bientôt. Et je pense que ça sera évidemment au menu des discussions avec lui. Évidemment, le fait de faire bouger les lignes est quelque chose de compliqué à accepter au terme de la Charte des Nations Unies. Donc la question, c'est est-ce que c'est du bluff et est-ce que c'est une manière d'avancer ses pions pour gagner des parts de marché quelque part, ce que je crois assez volontiers, ou est-ce que ça va un petit peu plus loin, et auquel cas ça devient complexe. Bonsoir Amiral, Nicolas, étudiant à l'ICP. Vous nous avez beaucoup parlé de la force conventionnelle, des guerres qui s'apprêtent à être menées et des futurs termes de conflit, mais également de la guerre hybride, qui est une sorte de guerre officieuse que se mènent les nations entre elles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les forces conventionnelles dont on dispose, on peut répondre à cette guerre hybride, ou est-ce qu'au contraire, on doit commencer à penser à développer notre propre guerre hybride à nous ? La question, c'est où est-ce qu'on place la limite de l'acceptable dans nos valeurs occidentales? Ça laisse une marge exploitable dans la guerre hybride. Donc, de fait, on est attaqué extrêmement régulièrement par des compétiteurs. Ça a été vrai en Afrique, c'est vrai même sur le territoire national. J'ai parlé tout à l'heure du monde cyber. Sur l'ensemble du spectre dans lequel les compétiteurs et les grandes puissances essayent de mener leur guerre hybride. Évidemment, nous devons avoir des modes d'action prêts, j'allais dire sous le seuil, qui permettent de faire peser soit une menace, soit d'adresser un message stratégique à un compétiteur. Après, la question de savoir si on est prêt à le faire, c'est une question politique. Ma mission, moi, c'est de proposer des options. Des plus tordus jusqu'aux plus conventionnels. Et après, à nous, en commun, dans les armées, de voir ce qui est acceptable au regard de nos valeurs. Mais il y a quelque chose qui est extrêmement important à un moment où l'ensemble des puissances jouent avec nos nerfs, et au travers de la guerre hybride notamment, c'est de ne pas s'interdire de réfléchir. Je dis souvent à mes troupes qu'il faut lutter contre le déni d'accès mental. Souvent, on s'interdit de réfléchir parce que non, c'est pas bien, c'est interdit. Ben, en fait, si. Il faut s'autoriser à réfléchir à tout. Et après, la question, c'est d'abord une question politique de savoir jusqu'où on veut aller face à tel compétiteur. Et quand on est attaqué de manière hybride, est-ce qu'on répond de manière hybride? Dans le respect de nos valeurs, évidemment. Dans le respect de ce qui est acceptable pour une démocratie occidentale et ainsi de suite. Mais si on s'interdit de réfléchir, en fait, on ne fait plus rien. Or, on a quand même des moyens de montrer qu'on est capable de faire un certain nombre de choses. Mais des fois, c'est juste de la démonstration. Le tir torpille sur une coque l'autre jour, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir. Ça montre quand même à nos amis russes qu'on est capable de le faire et qu'on a des moyens qui fonctionnent. C'est une démonstration, c'est un message stratégique vis-à-vis de nos compétiteurs pour montrer que la France dispose de moyens, de sous-marins capables de couper en deux un patrouilleur. Bon, contact. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. L'Iran vient d'envoyer une vidéo montrant un USV, enfin un drone de surface, attaquant une coque au large de ses côtes. C'est pas innocent tout ça. Tout ça, c'est du messaging stratégique. Alors, c'est pas cinétique, c'est pas de la guerre hybride, mais c'est déjà du message. Et c'est bien comme ça que ça a été validé par le niveau politique, le fait de tirer sur cette coque. C'est bien parce qu'on adresse un message, et quand je dis que je veux une marine redoutée par ses adversaires, c'est pas juste leur dire, c'est leur montrer. Et c'est de leur démontrer. Et quand on fait des essais de missiles balistiques à partir de nos SNLE, c'est pas pour rigoler, ça coûte assez cher. C'est pour démontrer qu'on est capable de le faire et que ça marche. Et que quand on décide, 10 ans avant, de faire un nouveau missile balistique pour nos SNLE,
qu'on le développe avec nos industriels, qu'on le fabrique, qu'on l'intègre dans un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins, et qu'on appuie sur le bouton la première fois que ça part et que ça fait but, en fait, c'est une sacrée démonstration du savoir-faire français et de l'industrie française. C'est tout l'inverse de SpaceX. SpaceX, il teste à mort et de temps en temps ça marche. Nous, c'est on bétonne à mort et à chaque fois ça marche. Avant, je vous demande encore une quarantaine de secondes. Moi, je rappelle simplement notre prochain mardi de la mer, mardi 11 février, la Corse, enjeu géostratégique. Bon, j'espère que le président Trump n'aura pas dévisé dessus. Et conclusion tout de suite par le président de l'Institut français de la mer. Merci. Encore 30 secondes. Merci Amiral. Vous nous avez dit comment répondre sur le temps long, comment la marine se prépare à répondre sur le temps long à un équilibre de puissance encore inconnu, avec les options les plus tordues ou les plus conventionnelles, dans le respect de nos valeurs. Merci. Merci à tous, bonne soirée.